cahier des recettes, documents partagés. Donc, faut que je regarde, ça se trouve dans le Prepare, Project Management. Si personne parle, Project ça va être Management, oui. Project management. question-réponse. Je suppose que c'est ce fichier-là. Ouais, vous l'avez fait en français. Tous les autres documents, ils sont bien en anglais. Rassurez-moi. Franglais. Non, il faut vraiment, vraiment prendre l'habitude de tout faire en anglais. Même les présentations PowerPoint, là? Ouais, Tout, tout. Tout. tout Ok. en anglais. Ok. La majorité des projets, hormis quelques exceptions, c'est pas le français, hein, la langue des projets. Ok. Donc plus vous serez familiarisé avec ça, mieux ce sera, parce que c'est comme tout. L'intelligence artificielle peut vous traduire les choses, mais quand vous êtes face à un client, si vous faites une présentation, si vous êtes plus à l'aise en anglais, ça sera toujours mieux. Vous serez toujours à l'aise avec le français, c'est votre langue natale. Alors que l'anglais, ça ne l'est pas. Par contre, ça l'est commune à tous les consultants. Ok. Donc, quelles sont vos questions? Que- que- C'est le 7, C'est je le crois. 7. Master Data, question. Structure d'entreprise. Rachat de l'entreprise allemande. Ok. C'est un point d'interrogation. Ok. Trois types de migration. Sur du greenfield, du brownfield, du bluefield. On va à moins que vous ayez déjà un système existant dans lequel vous pouvez dire, voilà, on a un système ECC, on est capable de faire un export des données, de faire un gap analysis. Moi, je partirais plutôt sur du greenfield, hein. On aurait plutôt ça, plutôt sur un cas de greenfield. Donc, on exclut le brown et le blue. On-prem 100% autorisé. Oui, donc on va faire, moi, ce qui va se passer donc, sur ce qu'on avait évoqué, c'est vous faites tout sur une solution dans le SPRO. Et moi, je ferai dans la partie public cloud ce que vous me direz de faire. Voilà. Donc, je vous montrerai comment créer une structure organisationnelle dans le SPRO. Je pourrais vous montrer aussi comment on active aussi les scope items, hein. Voilà la grande différence entre le on-prem et le public cloud. Sur le on-prem, on n'est plus sur les building blocks qu'on pouvait activer, mais on part du principe que, on a une profondeur qui permet d'avoir accès à l'ensemble des modules. Par contre, sur le public cloud, bah, il faudra nécessairement, le groupe PP devra me dire les scope items qu'il faut activer. Ceux qui sont sur la partie MM, pareil, hein, sur la partie SD, idem, et sur la partie finance également. De se dire, est-ce que vous activez 10, 20, 30, 40, 50 scope items? La réponse ne sera pas nécessairement on active tous les scope items, parce que même principe, hein, demain, vous êtes sur un projet en public cloud. Euh, Si vous activez dans votre DDA 150 scope item, il faudra aussi, alors même si c'est gratuit, hein, derrière, c'est de se dire est-ce que le client, ça vaut la peine de lui parler de scope item que vous n'allez pas utiliser ou d'utiliser en atelier. Donc, partez jamais de ce principe-là, de tout activer au début. Non, vous activez ce qui est nécessaire pour le client et après, si besoin, on active par la suite. Donc là aussi, ça fait partie des choses. Donc sur Public Cloud, donc bien indiqué, les scope items à activer. Phase 1, FI, CO, MM, SD, PP et QM. Phase 2, WM, IWM, PM, PS. Oui, Euh, ça c'est une de mes questions, ça. Moi, je voulais savoir si on fait le projet en deux phases, que parce de que, tout faire alors, d'un seul coup.
Bah, on va être plutôt, si on est sur du greenfield, on le fait en une seule étape parce que typiquement, si vous faites du MM et sur la deuxième phase du WM, ça veut dire quoi? Que vous allez avoir une usine qui va tourner sur son magasin MM et après vous ferez la gestion des entrepôts. Donc typiquement, ça, quand on a sur une entreprise, on fait nécessairement MM et WM ensemble parce que si vous faites votre reprise des stocks, nécessairement, ça sera une reprise sur WM parce que la gestion des entrepôts, ça va être avec les HU. Donc nécessairement, autant, alors WM, c'est pour la partie public cloud, ça, oui, c'est nécessairement dans la phase 1. D'accord, ok. Pareil, si votre entreprise, c'est un cœur PPM ou PS, bah, c'est le cœur de votre entreprise, donc nécessairement, ça serait dans la phase 1. Quand on fait de la gestion de projet, de la gestion à façon, bah, tout découle de PS. Donc Ok, ça ne peut pas être dans la phase 2. ok, Sauf donc on si fait vous me tout. dites, dans la phase 2, à quoi pourrait correspondre votre PS dans une phase 2? Bah, en fait, imaginons, j'ai déjà vécu ça moi chez un client. Ouais, Il travaille, il fait des pièces automobiles. ouais, Il a fait en première phase, on a mis en place tout ce qui était production FICO et même. ouais. Et puis après, il s'est amusé. Ben, ah, on a oublié de mettre le module PS parce on veut faire du projet. Et c'est ça ma question. Est-ce que c'est un problème Ah bah d'intégrer oui, PS après ou pas? bah bien sûr. Quand on fait la construction sur des entreprises qui tournent nécessairement autour de PS, c'est que tu crées ton projet, tes WS, tes networks, tes activities, et après, ça se déverse. Donc, quand tu vas faire, par exemple, prenons tes networks, tes activités, tu vas gérer toute ta gestion budgétaire. Bah, après, c'est quand tu vas créer ton contrat, tu vas faire référence à un projet, Oui, un WBS. oui. Ok. Non, mais c'est bon. Bah, la question elle est vite répondue. On fait tout, on fait tout. Tu vois, c'est toujours compliqué de se dire un PS dans une phase 2, c'est vraiment, c'est de se dire, bah, un PM, ça pourrait, parce que tu peux dire, bon, bah, la gestion de la maintenance, on peut la faire en décalé. Là, ça peut être logique. Même alors, sur du QM, ça va être aussi compliqué, parce que tu dis, bah, oui, mais sur mes lots de contrôle, on fait comment? Oui. Ouais, parce que PM, on peut le faire après, puisque PM, on peut créer les postes techniques après, hein. Ça peut aussi Oui, se c'est-à-dire faire. que tu pourras avoir, dire, bon, ton activité de maintenance, tu l'as fait a posteriori, mais après, c'est toujours la même chose. On va te dire, ah oui, mais la prod, si elle est vraiment imbriquée avec de la maintenance, et donc à chaque fois, c'est de se dire, bah, la gestion par ce qu'on appelle par vague, on le fait plutôt pour des entités. C'est de se dire, OK, on va faire sur un premier site avec tous les petits modules et Mhm. dans la deuxième vague, le plus gros site. On va faire le plus gros site et après toutes les filiales. On va plutôt la faire de cette façon-là. Ok. Là, typiquement, si vous étiez sur bah, l'entreprise allemande, bah, tu dis dans la phase 1, on va faire toute la partie française. Et dans une phase 2, on va déployer les filiales. Et là, ça pourrait être justement dans une filiale où tu dis, ah ouais, dans une filiale, bah, ils utilisent par exemple du PS, du QM, voilà. Et donc là, Ouais. ça peut être pertinent. D'accord, bah c'est bon. La question est vite répondue, comme on dit. C'est bon, c'est ça, hein. Existe-t-il un fichier template pour y mettre toutes les règles de gestion pour la configuration? Oui, oui. Ben, Alors, en fait la question c'est est-ce que dans les best practices SAP, il y a un fichier Excel qui dit étape par étape ce qu'a fait Rachida en utilisant les informations qu'elle avait plus l'IA. Est-ce qu'il existe un fichier qui dit voilà, ben, étape 1, je crée ma société, étape 2, je crée mes segments, étape, je dis des bêtises, mais alors, ça va, il existe pas, il existe un ensemble de fichiers. Si je regarde par exemple, Subformy, on part toujours à chaque fois. Stock là, tac, tac, tac. en fait, est-ce qu'il existe une notice pour mettre en place une nouvelle société dans SAP? Alors, oui, tu as des fichiers templates à chaque fois quand tu regardes sur Subformy. Hop.
Je vais repasser hop là, le Process Navigator. Donc, je passe ici. Je choisis, par exemple, si on prenait, par exemple, la solution en Private Edition. Hop là, j'ai choisi le pays, tout ça. Je me positionne là pour arriver dans le Solution Scénario. Tu as ici, à chaque fois, donc là, il te renvoie sur le Roadmap Explorer. Donc là, il te dit déjà le premier lien sur donc, tous les éléments. Après, sur la partie Implementation. Administration Guide for the Implementation of S4HANA. Create your own master data. Prerequisite matrix. SAP Activate Methodology for RISE. Donc, tu les as là, en fait, les réponses. D'accord. Ok. Ça, vous nous l'aviez mis dans le groupe WhatsApp. Donc, à chaque fois, alors des fois, oui, tu as les... Hop, là, voilà. Donc, il te donne à chaque fois, là, toute l'administration pour faire le déploiement. Alors, est-ce qu'il existe un fichier unique? Non. Non. Mais il te renvoie à chaque fois sur des liens. Donc ici, bah, tu as les données de base. Après, tu as les end-user, process step, business role et an app. Donc ça, c'est pour les end-users. Getting started, si éventuellement tu utilisais ALM. Et ici, tu as aussi availability and dependencies of solution processes. Et donc à chaque fois, hop, scénario asset. Donc tu as à chaque fois tous les éléments ici. D'accord. Et notamment, si vous êtes en train de construire le chart of account, donc tu as aussi des éléments. Le master data CO, le master data FI. Et donc à chaque fois, tous les éléments. Et aussi les préconfigurés sur les GL accounts. Les préconfigurés pour les taxes. Pareil aussi, ce fichier-là, bah, c'est aussi celui qui te permet de créer ta structure organisationnelle. Ah ouais, c'est ça que je cherchais. Donc tu as ici Organizational Data Overview. Donc une fois que tu as le fichier, bah, SAP te donne un template. Après, tu vas pouvoir mettre les éléments dedans. Est-ce qu'il met du temps? Alors, est-ce qu'il me l'a ouvert mon fichier? Trop de choses ouvertes. J'ai trop de choses ouvertes en même temps. Oui, il s'ouvre pas. Bon, il va peut-être s'ouvrir tout à l'heure. Phase Explore, migration des Attendez, données. pour en revenir là aussi, on n'a pas pris EVM et PS parce qu'on n'a pas d'experts qui pourraient leader les ateliers, quoi. Alors, pour WM et IWM, c'est ça? Non, pour EWM et PS. Ah bah, c'est vrai que sur le marché, vous n'avez pas beaucoup de gens qui maîtrisent. Alors après, tout dépend ce que vous voulez faire dans PS, c'est surtout ça aussi. Est-ce que votre entreprise Novatech fait la nécessité d'avoir des WBS, de la gestion des plans de facturation, de l'élaboration budgétaire et tout ça? Là, vous êtes quand même, vous faites du PS, alors même déjà d'enlever ça, même déjà enlever PM, PS, si vous faites déjà du FICO, MM, SD, PP, QM, IWM, WM, là vous avez quand même les modules qui sont les plus recherchés. Le PS, vous en avez quelques-uns, vous n'avez pas énormément de demandes sur du PS. Ça va être des vrais, enfin il y a très peu de la vraie expertise. Pareil aussi, hein, des super bons sur QM, il n'y en a pas tant que ça, il n'y a pas tant de projets sur QM. De toute façon, l'industrie de l'armement, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique. Ok. Mais déjà, si vous faites ça, FICO, MMSDPP, voilà, du QM, pourquoi pas, mais PM, PS, c'est pas obligatoire. Surtout si vous n'avez aucune ressource sur du PM, enfin du CS, là, ça va être ardu. Sauf s'il y a une personne qui se dit, bah, moi, je veux tout de suite monter en compétence sur du PS. Sachant que vous allez entendre PS et vous allez entendre parler de PPM pour Portfolio Management. Il y a ces deux mondes différents entre le public cloud et le on-prem.
Et encore maintenant, sur le on-prem, on passe maintenant sur du PPM. Et ça, vous ne les aurez pas dans les versions, on va dire, dites gratuites. C'est forcément sous licence additionnelle. Donc, dans le SPRO classique, vous allez trouver du PS, mais pas du PPM. Et pour faire simple, est-ce qu'on peut pas aussi faire VM phase 1 et EWM phase 2? Alors, quand on fait WM, c'est pour le public cloud. C'est souvent le Extended enfin IWM. Ça aide plus sur des solutions private ou on-prem. On va parler même aussi de stockroom management. La terminologie, des fois, on va attendre pour le warehouse management, c'est vraiment dans le public cloud. Donc, dans du public cloud, un WM, pour vous donner un ordre d'idée dans le Carvin, sur une consultante expérimentée pour mettre en place un WM, c'est 7 jours. Voilà. Ok. Pour Et quelqu'un sur qui sait du implémenter la solution EWM? WM. D'accord. Donc, mettre en place les stratégies d'entrée, de sortie, les emplacements dynamiques, les emplacements statiques, la gestion du colisage. Donc, voilà, toutes ces informations-là. Excusez-moi, sur du EWM en premise, ça peut prendre combien de temps à peu près? Si vous avez déjà, alors 7 jours sur une solution en public cloud qui est vraiment une version, c'est comme si vous étiez sur du stock room management, donc très light, bah vous multipliez à minima par 2, voire par 3. Oui, 7 jours pour un expert. C'est ça. Là, WM, c'est 7 jours pour une personne qui a 25 ans d'expérience sur IWM, WM. Donc, il Ok. sait très bien ce qu'il faut faire dans le CBC, qui va être capable de dérouler, alors quand je dis sur WM, à la fois sur de l'entrée et de sortie, donc stratégie sur du MM, sur du SD, savoir les stratégies, le colisage, et que l'utilisateur, lui, il n'a rien à faire et que tout se pilote correctement. Donc 7 jours. Un IWM, à l'époque, quand on mettait en place la gestion des entrepôts, fallait quand même compter avec en plus tout ce qui était les systèmes de radiofréquence, fallait quand même compter un mois pour une implémentation. Donc c'est à peu près ça. Ça peut être pour une personne qui maîtrise bien la solution, encore une fois. Allez, vous pouvez le faire en 15 jours, mais tout dépend si vous faites des semaines de 90 heures ou si vous faites des semaines de 35 ou si vous faites des semaines de 7. Après, c'est ça aussi ça qui est important. Là, quand je vous dis 7 jours, c'est que vous faites que ça. Ok. Donc, la notion de temps est aussi importante. C'est à minimum, vous savez tous, un consultant, il ne fait pas du 35 heures. Donc c'est pareil aussi, il faut se dire, pareil sur MM. Qu'est-ce que vous mettez sur MM? Qu'est-ce que vous mettez sur SD? Qu'est-ce que vous mettez sur PP? Qu'est-ce que vous mettez en PET sur QM? Là, sur PP, on l'avait dit, il y a les 3 types de fabrication. Est-ce que vous utilisez les 3 types de fabrication ou pas? C'est 2 lignes plus bas là, MMPPSD. Les questions qui concernent ces modules, elles sont en plus bas. Plus bas. Magasin rebut. Alors, euh, oui, parce que si vous voulez gérer derrière, typiquement appliquer, parce que vous voulez appliquer de la valo, de la dévalorisation, de la valo séparée, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce magasin rebut? C'est pour connaître ce qui se fait en société pour est-ce que j'ai entendu dire qu'il y avait des sociétés où il y avait des magasins de rebut pour valoriser ou pas les. Oui, c'est quand c'est ça, ça permet de déprécier son stock parce que tout le monde ne veut pas nécessairement utiliser la valo séparée. Ça permet, des fois, on va avoir des magasins de rebut, on peut avoir des magasins de reconditionnement, on peut avoir les magasins pour la maintenance. Enfin, oui,
On peut créer après des magasins. Là, j'ai même créé des magasins pour un client parce qu'elle voulait avoir des magasins pour virtualiser tous les stocks en sous-traitance, pour avoir comme une sorte de stock tampon pour l'aider à faire son suivi. Donc le magasin MM, il y a plein d'options possibles. Donc après, si derrière cette notion de rebut, là tu l'as évoqué, Rachida, c'est de se dire, ah oui, c'est notamment pour faire de la dépré. D'accord? Ok. Mais est-ce que derrière cette dépréciation, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est des articles qui peuvent faire l'objet d'une vente derrière? Est-ce que vous voulez utiliser de la valorisation séparée pour dire, ah ouais, ça peut être pertinent, parce que là, c'est du rebut. Bah, rebut, c'est pour faire de la destruction derrière, ou ça peut être un magasin pour du reconditionné? Donc, Ouais, est-ce que ça a un lien avec le split valuation? Tout à fait. Derrière, tu as des entreprises qui te disent, bah, on va avoir plutôt un magasin de reconditionnement où on va appliquer derrière une valuation split, ce qui permet derrière de dissocier un produit neuf d'un produit d'occasion. Donc, dans le reconditionné, bah, tu peux avoir un magasin d'occasion et grâce à la valuation split, tu peux dire, ah oui, je vends un produit à 900 et celui qui est en B, il va être en reconditionné. Donc avec une valorisation plus faible. ça Ouais, se gère au niveau de l'article? ouais, j'ai eu ça, moi, Oui. chez Terega, en fait, les compteurs de gaz. Ouais. Ils avaient des compteurs de gaz neufs, ils avaient mis la split valuation 9, et puis ils avaient le hall de. Tu et as, c'est- oui, ça peut être ça. Nous, on avait fait le cas de figure pour des entreprises qui font de la gestion de cartouches d'imprimantes, où ils avaient des classes. Donc, classe A et classe B, classe C, comme pour l'électroménager, hein. Vous pouvez avoir aussi des produits reconditionnés. Et donc, on va utiliser le split valuation. Et on pourrait après avoir, on peut le gérer via le split valuation, mais aussi cette notion de magasin est importante aussi. Alors, pas forcément pour le split valuation, mais c'est derrière toujours se dire, bah voilà, si je mets un magasin rebut, pourquoi je le mets en place? Toujours répondre à la question pourquoi vous mettez ça en place. Quelle est votre stratégie derrière? Ben, Si vous dites, pour avoir des KPI de rebut. ouais, mais Puis aussi, tu les as à travers de ce que tu vas mouvementer. Tu pourrais très bien dire, oui, mais derrière, si tu Oui, fais une mise oui, au rebut, tu vas avoir un code le mouvement KPI, le avec code une mouvement, ouais, raison. avec la raison, ouais. Oui, Ouais. oui. Tu as une et raison qui peut puis, être attachée à ton code mouvement. Tu peux avoir un centre de coût parce que tu vas faire une sortie sur centre de coût. Donc, Oui. la réponse te dire, bah non, c'est peut-être pas toujours le magasin. Donc, Mm. tu le mets dans ton magasin, tu le mets sur un stock bloqué, après tu le mouvementes. Et après, tu fais ton suivi sur ton centre de coût, sur tous les mouvements qui ont été réalisés avec cette raison de mise au rebut. Mm. Oui. Donc, à chaque fois, c'est derrière le pourquoi, il peut y avoir plein de bonnes raisons. Donc, à dire, ah bah tiens, il y a la dépré. Et alors, dans la dépré, vous avez maintenant des applications qui calculent automatiquement la dépré du stock. Donc, ça, pour la partie finance, ça peut être aussi intéressant de dire, ah bah tiens, oui, on maîtrise la split valuation, on maîtrise la dépré, de savoir comment le système calcule cette dépréciation et met à jour l'indicateur de dépréciation dans la fiche article en fonction d'une faible rotation de ta référence. Oui, ça dépend en fait, du contexte, quoi. Tout à fait. Et de savoir comment vous allez gérer la grille matricielle d'application de la dépré des stocks. Flux de transfert entre les deux divisions STO ou TO. Toujours le même principe, c'est de se dire, est-ce que entre ces deux divisions, il y a une grande distance? Quand on utilise du STO, on passe par un stock en transit, donc on peut avoir un temps qui peut être d'un jour, 2 jours. Donc on va plutôt utiliser du STO. Le transfert order, on est vraiment plus dans le cas où on fait plutôt du transfert entre deux divisions, en gros, qui sont l'une en face de l'autre. Limite, c'est entre deux magasins. Oui, parce que s'il y a un camion qui sort, Tout à fait. il faut un bon de livraison parce qu'il n'a pas le droit de transporter la Voilà. marchandise sans Donc, livraison.
Le TO, c'est vraiment, on va plutôt l'utiliser vraiment de magasin à magasin. Dès qu'on commence à se dire on va utiliser autre chose qu'un transpalette, on va plutôt être sur du STO. Mais techniquement, rien n'empêche. C'est-à-dire que vous pouvez le faire aussi en 2 étapes. C'est-à-dire que dans SAP, vous avez les transfer orders en une étape, mais aussi en 2 étapes qui simulent voilà, que le stock est mis en gros en intermédiaire. Donc, il est cédé par la division A et après, il est repris par la division B. Mais c'est-à-dire que là, on n'a pas de notion de transitaire, de transport, de camion, et on le fait sans passer par une commande d'achat. C'est possible et SAP le permet, hein, mais Ok, c'est on peut mieux de tester passer les par deux du flux. STO. Bah, comme Et sur- on va de Paris à Marseille, on peut tester les STO. Oui, bah voilà. Après, vous avez les STO intra et inter, Mm. notamment si vous faites du STO avec notamment une entreprise qui est en Allemagne, qui sera sur une autre société. Mm. Ok. Hop là. TMS, Transport Il y a Management System. Christian, je crois, qui a une question. Oui, je suis tout oui. Oui, bonsoir, Michael. Ouais, Ma question, c'est sur, pour revenir un peu au magasin, ouais. l'idée de magasin retour, parce on a prévu des spare parts pour des pièces de rechange ou encore des rework, refill et puis repairs, par exemple, sur les électroménagers. Donc, des retours ou aussi des retours de commandes clients, par exemple. Vous avez utilisé Advanced Return Management ou pas? Euh, enfin, je ne sais pas ce que tu voulais dire par là, mais l'idée, c'était de pouvoir Alors, déjà, si récupérer. déjà quand je te dis ARM, ça te parle pas, donc déjà, c'est que vous connaissez pas. En fait, SAP, dans la solution S4HANA, a mis à la fois côté MM et côté SD, quelque chose qui s'appelle Advanced Return Management, qui permet d'avoir un système qui va, notamment quand tu l'as évoqué, tu peux avoir du repair. Typiquement, quand vous rapportez quelque chose à Darty, à la FNAC, vous êtes toujours propriétaire du bien que vous mettez à disposition de la FNAC qui doit vous le réparer et après vous le restituer. Tout à fait. Avec l'Advanced Return Management, contrairement à ce qu'on faisait avant avec le type de retour RE, c'est que dès que vous faisiez une RE, dès qu'on faisait le bon de livraison de retour, ça venait tout de suite se valoriser dans nos stocks. Ce qui n'était pas vrai en soi, parce que la valorisation, c'est que vous reprenez la propriété du bien. Avec Advanced Return Management, non. C'est-à-dire que le système fait un return, il le met dans un stock retour non valorisé, C'est ça. affecté au client qui a fait le retour. C'est uniquement une fois que, typiquement, vous faites le choix, OK, le produit n'est pas réutilisable, on va faire un échange. Donc, le système peut gérer les échanges en automatique, le retour jusqu'à le fournisseur. Donc, il y a cette partie-là. Après, comme tu l'as évoqué, oui, tu peux avoir, une fois que tu as fait le retour, que tu en reprends la possession, tu peux le transférer du stock retour, qui est un stock temporaire, qui existe maintenant dans SAP. Vous avez le type de stock, ce qu'on appelle un type de stock retour, de le transférer via un mouvement de stock pour le mettre dans un magasin qui peut être, comme tu l'as dit, un repair, tous les types de magasins à l'intérieur. Mais ça, après, c'est à chaque fois, partez toujours. L'idée, c'est pourquoi vous mettez ça en place. De la même sorte, c'est quand vous serez en atelier, le client, il va lui avoir des besoins. Et vous devez dire, ah ok, la réponse, ça peut être un magasin, ça peut être le scope item sur Advanced Return Management et lui poser des questions. Est-ce que quand vous êtes dans le cadre d'un retour, vous pouvez être amené à renvoyer la marchandise jusqu'au fournisseur? Oui, non. Est-ce que vous pouvez être amené à faire de l'échange? Oui, non. Est-ce que vous êtes amené à faire éventuellement des avoirs sur 100% ou faire éventuellement, OK, on fait une restitution du bien et éventuellement on va donner un bon cadeau. Voilà. Donc, notamment si vous êtes sur du retail, en dédommagement. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre en attendant du matériel de prêt? Ah, OK. Donc, on n'avait pas pensé à penser maintenant aussi à la gestion des prêts. Donc à chaque fois, c'est toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte, tous les enjeux qui se trouvent derrière à chaque fois la mise en place de votre projet.
c'est pas juste dire de faire un empilement de tout ce que vous pourriez faire sur MM, mais c'est voilà, vous avez une entreprise Novatech qui a eu un ou plusieurs secteurs d'activité et qui va répondre à des besoins en termes de gestion interne. Donc, est-ce que vous avez un besoin, vous mettez la problématique qui va être en face. À chaque fois, c'est ça. Merci. Ouais. Et regardez toute la partie qui s'appelle Advanced Return Management, à la fois côté SD, ARM, ARM. Ok, on décidera ça en réunion Novatech. Et de toute façon, le système passe par un type, donc ce qu'on appelle un mouvement logique et un mouvement physique. Physique, c'est un magasin. Le logique, ça va être quand vous êtes sur la tuile single stock ou même quand vous alliez sur l'application MMBE, vous aviez utilisation libre, contrôle qualité, bloqué, réservation, retour. Voilà. Donc tous ces types de stocks-là, c'est du logique. Donc dès que vous faites un retour avec l'ARM, le système le met dans un type de stock retour. Et c'est après que vous pouvez très bien dire, bah voilà, je l'envoie sur sa destination finale à l'intérieur de mes stocks, dans un magasin, qui peut être du reconditionné, qui peut être réparation, voilà, et qui peut être repair. Et là, pouf, vous enchaînez sur la partie maintenance. Et à chaque fois, hein, là, tu as évoqué, c'est pas du PM. Pour moi, c'est du CS. À partir du moment où tu as une notion de je fais une réparation, ah, mais dans ce cas-là, vous avez sûrement un client qui va vous demander un devis. Donc, ce n'est pas du C'est ça. PM, c'est du CS. PM, C'est ça. c'est la maintenance interne, la maintenance de vos machines. Mais pas dès que vous avez. Et ce que tu as évoqué, c'est pas du PM, c'est du CS. Mm. Donc voilà, donc vous avez des scope items aussi qui sont prévus pour la partie CS. Sinon, c'est du in-house repair. Ça, c'est du PM. C'est à l'intérieur de votre usine. À partir du moment où c'est vis-à-vis d'un client, c'est du customer services. Donc, vous allez avoir un ordre, par exemple, de réparation. Vous avez un client qui vous ramène un appareil défectueux. Bah, vous allez faire un devis. Celui-ci va être validé ou pas. Et derrière, il va en découler un ordre de réparation avec une gamme de réparation, etc. Mais ce n'est pas du PM. Et justement, je suis en train de voir ça actuellement avec le client avec lequel en fait, je travaille en ce moment. Voilà. Donc pareil, hein, CS, je crois que le module va aussi évoluer, mais communément, tout le monde l'appelle CS, mais il est en train aussi d'évoluer, mais dans les solutions classiques on-prem, voilà. Après, c'est quand vous maîtrisez CS, c'est plus facile de faire la bascule. Transport Management System. Non, parce que en soi, vous êtes dans des systèmes de démo, donc des bacs à sable. Donc, au mieux, vous allez avoir un OT, mais vous avez qu'un seul environnement. Donc, sauf si on parle bien de Transport Management System et pas juste de Transport Management, pas du module TM. Là, c'est TMS. Je veux être sûr qu'on se comprenne bien. Oui, Quand c'est moi, je vois TMS là. Transport Oui, Management c'est System, c'est la TMS. gestion des OT. C'est pas le module TM, hein. D'accord, c'est bien la STMS, par exemple. Oui, la La- STMS, c'est ST01. Alors, oui, quand on est sur les solutions on-prem, oui, mais comme vous êtes sur un environnement unique, après, ça sera oui, d'identifier vos OT. Après, une fois que vous avez libéré l'OT, c'est juste d'aller dans la STMS, d'aller dans l'environnement qualité et de faire le transport. Donc, en soi, non, mais dans votre projet, même principe, vous pouvez très bien créer dans le SPRO partie proj, de créer un projet dans lequel vous allez gérer vos règles, hein. C'est parce que demain, vous pourriez aussi être dans ce cas de figure-là. C'est d'avoir une codification des OT avec un trigger, avec un numéro peut-être de module. Enfin voilà, à chaque fois, ces informations-là qui fait que bah, demain, quand vous avez, je sais pas, 500 ou 400 ordres, bah, s'y retrouver, il faut des règles de gestion.
Radiofréquence et scan. Alors déjà, si vous arrivez à faire toute la partie WM ou IWM classique, la radiofréquence, non. Pour l'instant, faites déjà la partie WM, IWM sans avoir à passer par la radiofréquence. Tout est dédoublé, donc vous avez toutes les applications, les transactions pour pouvoir le faire. Non, non. Ouais. Après, on pourrait l'avoir, hein, donc, mais ce ne sera pas pour votre projet, mais pour ceux qui vont en faire joujou, on est en train de mettre un bac à sable sur une 2023 sur un full IWM avec la partie radiofréquence. Mais pour ça, c'est plus pour les gens qui maîtrisent déjà très très bien IWM. Contrôle qualité, gestion des temps de contrôle pour les entrées-sorties de marchandises. Gestion des temps de contrôle pour les entrées-sorties de marchandises. Oui, alors là, c'est qu'on ne sait pas comment évaluer les temps de contrôle. Après, tout dépend. Vous avez créé des gammes de contrôle avec des caractéristiques et dedans, vous pouvez parce que saisir les temps. Est-ce que vous avez imbriqué dans vos gammes de fabrication les clés de contrôle QM? C'est-à-dire comment vous. Alors, je ne sais pas comment vous allez imbriquer QM avec PP, par exemple. C'est ce qui est prévu, effectivement. Donc, tu peux très bien installer dans une gamme, on va dire PP, donc dans une gamme de fabrication PP, tu vas insérer, dans ce cas-là, une clé de contrôle, enfin, une opération de contrôle QM qui aura des caractéristiques, et à partir de celle-ci, tu mettras la saisie des temps. Donc, c'est à l'intérieur de ta gamme. On utilise une gamme pour les contrôles de marchandises entrée-sortie? Non, tu vas plutôt saisir les temps que tu as passé à faire tes contrôles qualité. Pour moi, c'est plutôt ça, hein. De se dire après de savoir, moi, la gestion des temps, pour moi, c'est la gestion, le temps que tu as mis pour faire tes opérations de contrôle, au même titre que tes opérations sur ton opération de 10 de fabrication. Moi, c'est plus ça, hein. Moi, je vois plutôt, et après, je ne sais pas comment vous allez le faire, vous allez avoir des opérations, je suppose, de contrôle, dans lesquelles vous allez peut-être renseigner des caractéristiques de contrôle, et après, vous allez avoir une opération pour dire, voilà, le temps que vous y avez passé. Pour chaque lot. Ah bah après, pour chaque lot, je ne sais pas comment vous voulez gérer derrière, hein. Parce que hier, moi, quand on a évoqué le sujet, j'ai décrit un petit peu comment on faisait dans mon ex-boîte et ben, tous les gens du contrôle, ils imputaient sur section, sur un centre de coût, puisque c'est leur job à temps plein. Tout dépend comment vous voulez le gérer. Est-ce que vous voulez le gérer dans l'opération de la gamme, ce qui est tout à fait possible, ou le saisir dans ce qu'on appelle la saisie des temps. Eux, ils faisaient peut-être une 4-2 ou quelque chose comme ça. Ils le saisissaient à part. Ah, ça ne te parle peut-être pas, ces transactions-là. Dans le GUI, on utilisait soit la CAT2, 4-2. Oui, c'est ça, la saisie des temps. Voilà. Mais soit on le fait au travers de la prod, hein, c'est-à-dire dans la C11N, on va saisir les temps liés à l'opération de contrôle. Okay. Il va avoir directement un impact sur les calculs de coûts derrière. Ou bien je fais plutôt une approche HR et à part, et dans ce cas-là, je peux le faire via une saisie. Et après, je le récupère dans un collecteur de coûts. Il y a Romuald qui a un problème de micro, il a laissé un message, c'est ce qu'il voulait dire. Dans le cadre d'un contrôle qualité sur une réception ou une expédition, nous nous demandions comment saisir le temps passé. Dans la conversation, le message. Parfois, par une opération. Le temps qu'aura passé le contrôle qualité à faire les contrôles inhérents à ça? Oui, on se demande comment ça se gère en fait.
Le temps passé, on est en réception, Oui. on faut qu'on fasse un contrôle. Et on est en expédition, il faut qu'on fasse un contrôle. Mhm. On se demandait en fait comment saisir le temps passé là-dessus. Bah, On avait soit vu aussi, pardon, tu on peux le avait vu saisir dans aussi une au niveau de la fiche caractéristique que tu peux article. récupérer derrière. Après, les entreprises vont utiliser plutôt en dehors, encore une fois, les systèmes de badges. Parce que tu peux aussi avoir un système de badges pour dire où tu scannes en gros du début d'opération, de contrôle et fin d'opération. On le sait, ça, à travers dans ta prise de décision d'utilisation, tu vas avoir ces informations-là. Donc, des fois, ça peut être sans avoir à le saisir. C'est-à-dire que le système va le déduire. C'est-à-dire qu'à un moment où tu vas commencer à saisir tes caractéristiques de contrôle, et au moment où tu vas libérer, on va estimer que. Sauf si, ah bah non, parce que pendant ce temps-là, il peut faire d'autres choses. C'est peut-être plutôt ça. Donc, il peut y Nous, avoir plein de possibilités dans SAP. Mhm. nous sommes dit aussi que dans la fiche article, on pouvait mettre un temps, même s'il n'est pas aussi détaillé comme tu parlais, de pouvoir mettre un temps, on va dire par exemple, pour pouvoir faire une réception, on a 2 jours de contrôle. Ou, Oui, mais ça, tu peux le gérer directement. Oui, c'est dans ta vue achat. Tu as c'est le ça, temps où tu. Alors, c'est le temps pour qu'après l'article soit mis à disposition. C'est-à-dire que c'est ça, c'est on va ça. rajouter un délai. Mais c'est un temps moyen. C'est-à-dire que Tout à fait. si ton contrôle il prend 1 heure, c'est-à-dire que tu te retrouves à bloquer ton article pendant 2 jours supplémentaires, alors que ton contrôle. L'article, s'il passe, si tu avais activé la clé de contrôle 101, c'est-à-dire la gestion QM sur la réception, à partir du moment où le système tu vas réceptionner, il va te générer un lot de contrôle qui va faire que ton stock qui va être en contrôle qualité de facto. Après, c'est pourquoi vous avez besoin de savoir combien de temps la personne au labo va mettre pour contrôler. Est-ce que c'est derrière, c'est pour faire une sorte de calcul de coût? À chaque fois, c'est cette information-là qui va déterminer ce qu'il faut mettre en place dans SAP. Je comprends. Quand on fait de la saisie des temps sur un ordre de fabrication, c'est pour derrière calculer un coût en interne pour dire, ah oui, ok, donc on a passé 5 heures sur cette opération-là, le taux moyen d'un salarié c'est tant, donc ça va me coûter tant. Si c'est une notion de coût, là, c'est plutôt, il faut l'intégrer dans ce cas-là, dans une gamme. Et donc, dans ta gamme, bah, tu vas saisir tes temps. Donc, si pour moi, c'est dans une gamme de contrôle. Et là, tu auras début d'opération, fin d'opération. Et il va saisir tes temps. Et ça se met en auto quand on fait la DU? Quand il valide la DU? Ah non, parce que pareil, hein, si c'est dans une gamme, c'est que tu dois à un moment saisir les temps que tu as passés pour cette opération. Mais La DU, elle, c'est juste pour dire euh, quel est le statut que je vais apposer sur mon lot de contrôle. Est-ce qu'il est OK? Pas OK? S'il n'est pas OK, pour quelle raison? Est-ce que c'est la totalité ou un partiel? La DU, c'est juste une décision d'utilisation. Ok. Après, tu peux très bien avoir quelque chose qui va te dire, oui, entre le moment où on a créé le lot de contrôle et le moment où on a pris la DU, c'est passé 5 jours. Mais ça te dit juste qu'il s'est passé 5 jours. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 5 jours de contrôle. Tout dépend ce que vous voulez faire du temps entre le moment où vous avez fait cette réception-là, le moment où la DU était prise, et pareil côté expédition, entre le moment où vous avez fait le prélèvement et le moment où vous faites la sortie marchandise. Vous avez la réponse dans la question que vous allez vous poser. Ok. On peut remonter sur la partie FICO? Oui. Hop là. Validation, proposition, structure analytique, choix stratégie de ledger, ledger principal, ledger secondaire, norme locale. Ah, déjà, si vous faites juste le 0L, c'est très bien, hein.
Restez sur le ledger principal, hein, même principe. Pourquoi vous les mettre en place des ledgers secondaires? C'est Déjà, dans si vous mettez... l'optique de la croissance externe future avec l'Allemagne. Oui, mais ça, tu peux le mettre dans un second temps. Déjà, si vous avez fait à tourner toute la partie finance, contrôle de gestion, parce que là, vous faites du FI, du CO, c'est-à-dire que derrière, vous allez en mettre en place en dépendance avec la partie PP. Donc déjà, d'avoir quelque chose qui tourne bien sur CO, parce que même principe, hein, parmi vous, il y en a qui maîtrisent bien le module CO. Finance et contrôle de gestion, c'est pas du tout la même chose, hein. On est d'accord. C'est pour ça que si on prend un seul ledger, le ledger principal, et qu'on met par exemple la compta, enfin les normes comptables françaises, le ledger principal, ça risque de bloquer pour la suite. C'est pour ça que le choix qu'on fait, c'est de mettre en ledger principal les IFRS Mhm. et de gérer tout ce qui est ledger secondaire, donc les normes comptables locales dans le ledger secondaire 2L. Comme ça, le corps modèle, il ne bouge pas. Oui, mais Et puis voilà, quoi. c'est très bien, mais même principe, hein, vous êtes combien dans le groupe FICO? On est à peu près 4 ou 5 à peu près. 4 5 D'accord, 6. Ouais. Ouais. ok. Avec chacun des bons qui maîtrisent FI et d'autres qui maîtrisent CO. Oui, on va être clair, hein, Il les n'y a FI, pas il y a trop de plus de, maîtrise plus de, CO, il y je a pas de, crois. il y a pas trop de CO, il y a des FI et puis Pas voilà, de quoi. code CO. Non, parce que souvent, on me dit FICO et qu'on pose la question des gens, mais vous maîtrisez CO? Non, non, en fait, on sait que c'est très spécifique. C'est pour ça je pense qu'on a besoin d'aide sur la partie structure analytique, en fait, pour être sûr de ne pas se tromper. Et c'est vrai que chez nous, bah, dans les finances, il y a personne qui maîtrise CO, quoi. Quand on dit maîtriser, voilà, une grande maîtrise, quoi. Mhm. On a des idées, on a des notions et autres, mais on n'a pas une maîtrise, en fait. Bah, après, ça va être surtout à discuter avec les gens qui vont faire de la partie PP, parce que là, si vous êtes déjà sur cette dessus, déjà de pouvoir sortir derrière, quand vous allez lancer un calcul de coût de revient et que vous retrouvez tout correctement dans votre arborescence, sur les bons comptes, sur les bons éléments de prix et que vous avez derrière quelque chose, là, ça fonctionnera bien. C'est-à-dire, déjà, même sans aller sur la notion de segment, tout ça, de se dire juste d'avoir une entreprise qui arrive à sortir c'est leur coût de revient sortie usine, Mm. et déjà, là, c'est top pour quelqu'un, c'est-à-dire qui dit, OK, je sais combien ça me coûte. C'est surtout ça, hein, CO, hein, que les gens, ils ont besoin de savoir quand ils vont vendre combien ça leur coûte pour qu'ils se disent on gagne de l'argent, ou on doit fermer l'usine et on doit la mettre en Chine. Donc pour moi, déjà, prenez vraiment que la partie qui permet de se dire ok, on se sent à l'aise avec nos amis de PP. Donc déjà ça. On dit le minimum to operate, quoi. Commencez par déjà ça, c'est-à-dire que à un moment, il faut toujours être réaliste et ambitieux. C'est-à-dire que si vous partez dans quelque chose et qu'à la fin, vous n'êtes pas capable de délivrer le projet, c'est mort. Alors que si vous faites quelque chose, vous dites, bah, on a des fondamentaux, on arrive à faire quelque chose, c'est comme si vous me disiez, bah oui, bah, on veut faire après du profit analysis. Bah ouais, mais non, mais déjà, on tire du profit analysis, arrive déjà à me sortir un calcul de coût qui me sert ou qui est capable de faire du WIP parce qu'ils vont dire, ah ouais, moi, je veux savoir éventuellement quel est mon engagement sur ma prod et de savoir dissocier ce que j'ai en coût sur mes ordres de fabrication et ce que j'ai en immobilisation. Et pareil, hein, des gens qui maîtrisent superbement bien tout ce qui va être ces calculs-là sur les ROI, sur de la fabrication, ça, c'est extrêmement recherché. Et vous pouvez même créer des gammes alternatives ou des nomenclatures alternatives pour faire des simulations de calcul de coûts. Donc déjà, vous allez vous recréer vos centres de profit, les types d'activités, tous les comptes. Donc déjà, voilà. Et est-ce que déjà avec PP, d'échanger avec le groupe PP, échanger, de se dire voilà,
Est-ce qu'ils ont des nomenclatures simples, quel type de fabrication ils vont retenir, voilà, pour pouvoir derrière vous projeter sur comment vous allez construire et les résultats que vous voulez obtenir dans la partie contrôle de gestion. Après, le ledger secondaire, si vous faites déjà pour toute la France, ça sera déjà pas mal, hein. Après, vous laissez la porte ouverte pour dire, voilà, demain, on va faire le déploiement de l'Allemagne. Mais je ne sais pas après combien de temps vous pouvez tous y consacrer. C'est surtout ça. Là, typiquement, le projet, il est là. Euh, c'est quoi votre charge que vous allez y consacrer, en plus déjà de tout à chacun qui doit monter en compétence sur les scope items. Ok. Là, c'est la première chose que je pose en premier, c'est quoi votre plan de charge? Tu vois, c'est la première chose que j'aurais mis tout en haut. Votre Mm. plan de charge. C'est ce qui va déterminer après votre Gantt pour savoir où est-ce que vous allez atterrir, hein. Une fois que vous avez fait ça, bon, OK, on a tant d'heures, il faut à peu près tant de jours, tant d'heures pour déployer un module, c'est irréalisable. Ça va vous permettre de savoir ce qui est réalisable de ce qui ne l'est pas. Ok. On a notre chef de projet qui revient la semaine prochaine, je crois. Voilà. Donc c'est surtout ça qui est le plus important, hein, c'est que quand vous faites à chaque fois dans n'importe quel projet, vous avez votre petit fichier Excel ou votre ABAC. Vous allez avoir donc le nombre de consultants qu'il faut mettre dessus, leur niveau, le temps à y passer. Et ça vous permet de dire, bon, bah, il y a 150 items à déployer, il y en a 50 à déployer, il y en a 10 à déployer. OK, il nous faut 7 jours, 10 jours, 15 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc, 10 ans, c'est éventuellement, si vous avez 150 usines dans le monde, oui. Bon, là, vous avez une usine en France, une usine en Allemagne. Mais ayant plus ou moins fait avec Julie tous vos plans, je sais que vous n'avez pas forcément tous 7 heures, 10 heures, 15 heures, 35 heures à y passer par semaine. Ok. Hmm. On a encore deux fichiers à vous montrer. Le premier, c'est la phase Explore migration des données. C'est nos articles qu'on a définis Ouais, pour que vous nous disiez si on part bien. OK. Il est toujours sur l'ANAN, je suppose. Il est dans Explore et c'est OK. Dataset Project, je crois. Voilà. Hmm. Pourquoi vous voulez utiliser des lettres? Vous avez des tranches de numéros dans SAP. Donc, vous pouvez très bien dire que les tranches de numéros qui vont par 1, c'est des produits finis. Les 2 pour les semi-finis. 3, les composants. Voilà. Ça vous évite de faire de l'alpha numérique. Puisque de toute façon, dans SAP, vous savez qu'après, retrouver facilement par typologie d'article. Notamment après demain, quand vous allez faire du Caravine, je ne vous dirai pas ce que a dit la personne qui dit, oh putain, si on avait su au départ, on n'aurait jamais foutu de l'alphanumérique. Voilà. Utilisez plutôt les range numbers qui sont à votre disposition. Et là, tout de suite, quand vous dites, ah ok, quand ça commence par 1, quand ça commence par 2, par 3, c'est plus facile que de commencer par une lettre. Et garder plutôt. Alors là, on mettait de l'alphanumérique, c'était sur des codes type pour de l'échantillonnage ou pour des articles, pour des projets, des choses comme ça. Et là, ça peut être intéressant parce qu'on va dire, ah, il y a un code pays, des choses comme ça. On peut utiliser des chiffres et puis mettre tout cela en RefFab. Moi, je mettrais que des chiffres. Mettez pas de l'alphanumérique. Pourquoi?
SAP, il y a une tranche de numéro externe et une tranche de numéro interne. La majorité des entreprises fonctionnent avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai. C'est vrai que effectivement, enfin, on était parti sur du alphanumérique, mais ce que tu viens de dire, c'est complètement vrai. De partir sur les nombres, enfin, de codification selon SAP, où on part sur un qui est peut-être un Bah, produit tout- fini, ou deux Demain, ordres de vous rachetez une fabrication. entreprise qui a sa propre règle. Si vous commencez à dire, ah, OK, eux, ils utilisent encore, alors ils n'utilisent pas de l'HLB, ils utilisent du AWA. Donc, OK, les AWA, on va les commencer par quel. Et là, vous Ouais, commencez à dire, OK, alors que si c'est dès le vrai. départ, vous dites, voilà, on fait des range numbers et demain, tu peux me dire, extrais-moi facilement tous les HLB, c'est facile. Dès que vous voyez un code qui commence par un 2, vous le savez. Bah, c'est le même principe que pour une commande d'achat. Les commandes d'achat, quand vous savez que c'est du 45, vous savez que c'est du NB. Quand c'est du 46, vous savez que c'est du UB. Voilà. C'est avec des numéros et on les retrouve très facilement. Pareil pour côté sales. Vous voyez la différence entre une sales order, une inquiry, un sales contract. Et on le fait qu'avec des numéros. Et ensuite, si vous passez à l'onglet suivant, c'est les articles en bas, là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 articles. Un, deux. Tout en bas. Si vous Toujours passez à dans, l'onglet suivant. dans l'onglet FLDC. J'ai une question. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'on doit également tenir compte de cette instruction pour ce qui est les centres de coûts? Parce que sur les centres de coûts, je pense qu'on s'est Ouais, dit c'est qu'on ira, différent. Ouais. OK, on Ouais. peut aller Là, sur alphanumérique. oui, là, parce que on utilise, parce que des fois, ça peut être plus facile. Des fois, dans les centres de coûts, on va utiliser, par exemple, des centres de coûts pour une division, et donc c'est plus facile de mettre, par exemple, vous voyez, même SAP, lui, va utiliser sur les 4 premiers digits. Quand vous regardez dans les scope items, vous verrez souvent que les 4 premiers digits correspondent soit à la société, soit à la division. Mm. Oui. Donc ça peut être ça la règle. Donc les centres de coûts, on aura des fois plutôt tendance à soit utiliser de l'alphanumérique ou avec des règles qui sont, alors que les 4 premiers digits, ça correspond à ça. Pareil pour les WBS, pareil pour les centres de profit. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour la partie finance. Là, quand je vois ici au niveau des, pareil, là, au niveau des booms, quand on sait avoir avec vos composants SLTMB, là, voilà, là, ça devient une gymnastique, hein. Là, si vous avez qu'une seule usine, ça, mais après, si demain vous dites, ah ok, pour l'usine en Allemagne, ils ont une autre règle et tout, non, il faut imposer dès la règle dès le départ, voilà, des range numbers pour vos références produits. Et surtout, c'est ça, vous devez avoir le principe d'un corps modèle. C'est-à-dire que demain, vous avez n'importe quelle usine, vous l'achetez, vous lui dites, voilà, quand on va faire la reprise, vos articles, c'est tant, c'est 10 range number pour les types d'articles. Pour les centres de profit, pof, la règle, voilà. Vous devez avoir un fichier avec les règles de nommage. Et elles doivent être simples et transposables partout dans le monde. Facile aussi demain à reprendre dans un migration cockpit. Donc là, par exemple, un peu là, si je vois sur un work center, bah, je dois comprendre, voilà, typiquement, on ne met pas WC pour commencer. Voilà, pour un work center, on sait que c'est un work center. Donc, nécessairement, il faut se dire quelle est la règle de nommage dans le centre de profit, enfin, le centre de coût ou le poste de travail. Donc, pareil, pour le poste de travail, il faut, est-ce que ça, là, ça peut être oui, ça peut être important. Stamp, Veld, ça oui. Parce que tout de suite, on sait à quoi ça correspond. Donc, vous pouvez très bien marquer qui est dans le Work Center les premiers digits pourraient correspondre soit à un code pays, soit à un code division. Et après, se dire, est-ce que la règle, là, je vois, est-ce qu'à chaque fois, c'est 4 digits? Oui, je vois que chaque fois, c'est ça. Donc, les 2 premiers ou les 4 premiers, une division, et après, une règle pour dire à chaque fois. Mais est-ce que, pareil, il faut limite avoir comme ce qu'on appelle du machine learning. Est-ce qu'à chaque fois, les règles STEMP, est-ce que c'est ici, tout ça sera toujours de l'anglais?
Demain, vous avez intégré un nouveau work center. Comment vous allez le nommer? C'est-à-dire qu'à chaque fois, est-ce que ça correspond aux premières lettres anglaises du work pour dire, voilà, là, on est sur fabrication châssis. Est-ce que ça correspond à STEMP? La soudure structure. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on se base à chaque fois pour dire le premier mot correspond au mot anglais des 4 premiers digits? Il faut toujours quelque chose qui permette à chaque fois qu'une personne qui va devoir créer un poste de travail, que la règle, que son petit dictionnaire puisse lui permettre de renseigner correctement et que ça ne devienne pas la jungle. Et ça vaut pour toutes les centres de coûts, centres de profit, postes de travail. On pourrait y avoir, pareil sur votre hiérarchie de centres de profit, tous les éléments où vous devez catégoriser, ça doit être une règle compréhensible et transposable à n'importe quelle usine dans le monde. Donc voilà. Donc, si demain je devais poser une question, de te dire, voilà, moi, est-ce que quelqu'un va être capable de m'expliquer, je me positionne, de me dire, OK, là, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, OK, OK. Article de rechange. Pour des RSA, pourquoi pas? L'alphanumérique, ça peut être pertinent. Mais uniquement pour les RSA. Matière première, non. Toutes les grandes catégories, faire tout ce qui va entrer dans la composition d'une fabrication, fer, roche, on pourrait aussi avoir sur de l'AWA. Sur les verbes, sur les articles d'emballage, des fois, on peut utiliser de l'alphanumérique aussi. Pour dire, ah, ça, c'est de la palette, de la caisse, etc. OK, sur les work. OK. Bon. D'autres questions? Oui, alors le dernier fichier, il s'appelle. Michael, Il y a Vanessa qui avait une question. Il y a Vanessa qui avait qui avait une question. Ah, pardon. Question. j'avais une question sur les cost center et profit center. Ouais. Si jamais on peut aller jusqu'à combien de digits en caractère, en fait, dans l'un comme dans l'autre? Alors, il faudrait que je regarde comme ça. De toute façon, c'est relativement. Attends, on peut le voir relativement simple, hein. Si on va dans le cloud. OK, annuler. Ah. Comme ma fille qui a touché l'ordinateur. Alors, hop là. Je crois de tête, ça doit être 18 sur les aussi. Manage cost. Alors, cost center. On va arrêter plus vite de faire peut-être comme ça.
Il y a marqué 20 là. Voilà. Ok. Bien. Merci. Euh, Point important à chaque fois, hein, vous, vous prenez le paramètre, la longueur de champ maximum et vous définissez alors les deux premiers digits, les quatre suivants, voilà. Surtout, et de se dire, toujours penser que SAP va être utilisé pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc, faut se dire, bon, allez, alors, chaque année, on va créer tant de work center, tant de profit center. Donc, il faut faire attention à quel moment on va atteindre la limite. Donc, il faut toujours aussi prendre ça aussi en compte. C'est peut-être bête, hein, mais c'est de te dire, ouais, mais bon, si on en consomme pareil sur, alors, ce qui est assez rare hein, sur les centres de coûts et sur les centres de profit, mais de faire attention à ça, les petits détails. Mais toujours, voilà, quelque chose de compréhensible de tous qui permet d'exposer demain, toujours, je rachète une autre usine qui a une autre activité. Est-ce que la règle que j'ai mis en place pour les centres de coûts, les centres de profit, les postes de travail est facilement transposable selon avec est-ce que je prends un code pays, est-ce que je prends, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que je mets tout en anglais? Bah, ça va être plutôt oui. Je vais pas commencer à mettre du français parce que demain les Italiens vont dire ah bah oui mais nous pourquoi on comprend pas le français alors que l'anglais oui voilà. Ok. Dernier fichier. Yeah. Dans Project Management, Yep. socle configuration S-Pro. Voilà. Donc ça, vous avez listé tous les points de paramétrage que vous voulez faire. Oui. Est-ce qu'on part là-dessus? Et dans les colonnes à droite, on vous mettra les Ah données pour... oui, parce que c'est l'avantage, c'est que dans le CBC, vous verrez que quand une fois que c'est fait, on met ça et ça permet d'avoir son pourcentage d'avancée. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est une grande différence entre le SPRO et les solutions dans le CBC. Dans le CBC, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a en fait, on peut clôturer l'activité, ce qui nous permet en fait d'avoir le pourcentage d'avancement du projet. Bah là, oui, c'est les choses habituelles, hein. Define Company Code, hein. Le point important, hein, fonctionner toujours par copie, hein. Quand on crée une société, on prend toujours le modèle SAP, hein. Soit la 10.10 ou la 17.10 ou la 12.10 ou la 0.0.1 qui est le modèle SAP. Et on la copie parce que sinon, on oublie souvent des données. Company Code, oui, tout ça, bah, de toute façon, c'est les trucs, les éléments qu'on retrouve assez facilement. Vous allez conserver que les articles standards, vous n'allez pas créer un ZAWA, un ZFERT ou quelque chose comme ça. Non. Ok. Ok. Toc, là, c'est les structures. MM. Ok, il y a des MRP AREA. Là, première vue comme ça a l'air d'être complet. Bon, après, je vous aurais peut-être nécessairement. Ouais, là, parce que je vois PM, donc faites attention, hein. Pour moi, c'est pas du PM, mais c'était du CS. Euh, Bon, ça, typiquement, le CIF, le Q, les IDOC interface, bah, ça, toute la partie ERP, tac, tac, tac. Tout ce qui va être tout ce qui est radiofréquence, vous allez pouvoir les sortir, hein, si vous n'allez pas définir les systèmes de radiofréquence. Donc, sur la Ok. partie RF framework. Sinon, le reste, c'est bon. Pareil, hein, sur PS, comme vous n'avez pas forcément, donc faites attention. Si vous n'avez pas un profil qui connaît un peu PS, ça va être. Après, vous pouvez utiliser uniquement PS du point de vue standard hein, sans avoir à gérer d'autres éléments. Mais
Pas recréer de nouveau, pas le DIP. Ah ouais, le DIP, ça, c'est si vous voulez utiliser la DP90 et faire après de la réallocation de coûts. Pareil aussi, hein. Ça, du RRB, personne n'en a fait, je suppose, du RRB. Non, pas moi. Mais Donc, PS, il est en orange, on n'avait pas l'intention de le prendre, hein. Ah ouais, non, mais c'est ça aussi. Alors, le RB, hein, c'est du PS, du FI, du SD. Donc, c'est un mix de tout ça, hein. Alors, il y a une doc sur le Drive, hein, qui fait 90 pages, rien que sur le RRB, hein. Non, mais on a déjà assez, je pense, avec nos modules, chacun Ah dans ouais. ses... Ouais. C'est pour ça, hein. Moi, je dis, mais je pourrais vous expliquer, mais ça, c'est en soi, c'est limite un projet dans le projet, la mise en place du RRB. Mais c'est pas mal, hein, notamment pour ceux qui sont sur la finance et sur le controlling, pour faire de la réallocation de coûts. Multisociété, ou à l'intérieur, un type pour le groupe fiducial, on a fait du ARB, mais ça, c'est pas tous les groupes qui font du ARB. Pareil, le HM, vous n'allez pas faire de payroll, tout ça, ça vous l'enlevez aussi, hein. Tout ce qui est orange, c'est pas pris. Ok, bon, très bien. Ok. Non, mais ça a l'air pas mal. Mais moi, c'est surtout le temps que vous allez pouvoir y consacrer qui me fait plus peur. Enfin, moi, ça me fait pas peur, mais vous savez Ok. d'où? Voilà. Et faites-vous un petit tableau du combien chacun peut consacrer de temps au projet versus combien de temps il doit déjà consacrer sur la feuille de route qu'on lui a donnée. Ok. Bon, bah, très bien. Merci pour Voilà. tout. Bah, de rien. On continue demain pour tout ce qui sera en suspens. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Lynn? Oui, Rachida, on avait décidé que, je ne sais pas, la structure organisationnelle, elle sera créée par vous ou par nous? Ah, c'est vous qui l'a créé. Dans le SPRO, c'est vous qui l'a créé. Moi, je vous montrerai comment le faire, l'équivalent dans le CBC. Oui, c'est ça. J'avais compris ça aussi. Et les configurations, on pourra faire les configurations sur notre division sans souci. Ah bah, le SPRO que vous avez, c'est un bac à sable, hein, donc vous pouvez vous faire plaisir, hein. OK. Le SPRO, dans le bac à sable, vous avez un SAP Hall, donc vous pouvez tout faire. Donc, vous pouvez, si vous vous trompez, vous recommencez, voilà, c'est surtout ça. Donc, tant que vous ne touchez pas, on va dire, aux données existantes dans le SPRO qui pourraient remettre tout casser, c'est surtout ça. Moi, c'est toujours le souci, c'est de se dire, tant que vous ne touchez pas à l'existant, il n'y a pas de problème. Ok. Après, allez-y, c'est un bac à sable. OK. Et c'est pour Merci. ça que le rappel de dire qu'il faut faire des copies, enfin faire des copies à partir des modèles, c'est bien. Ah bah C'est oui, plus parce que simple. sinon, si vous vous trompez dans la structure, vous allez passer du temps quand vous allez commencer à dérouler. Le point qui est toujours aussi important, hein, c'est dès que vous avez quelque chose sur votre structure organisationnelle, créez une petite donnée de base. Essayez de voir, OK, j'ai un premier message. Donc, ça vous donne toujours un ordre d'idée. Travaillez aussi avec la finance, parce que très bien, ça peut très bien marcher côté logistique. Typiquement, alors si on était avec le Material Ledger, à un moment, si vous ne faites pas gaffe sur quelque chose qui est pas activé correctement sur le type d'article, bah, vous allez pouvoir créer une commande d'achat, sauf qu'à un moment, le système va dire, mais le Ledger, il n'est pas activé, donc votre article, il est pourri, il est verrouillé. Donc, la structure organisationnelle, ça peut être quelque chose qui peut être super fluide si vous le faites bien par copie, comme ça peut être quelque chose de, alors, je n'allais pas dire galère, mais vous allez peut-être apprendre plus, parce que vous allez avoir plein de messages d'erreur, et ça va vous apprendre sur tout ce qu'il peut y avoir dans le SPRO, mais on en reviendra toujours au même principe. Tout dépend du temps que vous avez à consacrer. Si vous dites, ah bah j'ai 3 mois à y consacrer à 90 heures par semaine, là, vous pouvez partir d'une feuille blanche. Par contre, si vous dites, ah ouais, mais on a 1 heure par semaine sur 6 mois, bah non. Là, vous êtes obligé d'être dans la compromission et de faire des arbitrages. Mais ça, c'est le chef de projet qui va devoir faire les arbitrages.
Justement, le fichier là que vous venez de fermer, on l'exploite comment? On remplit tous les paramètres d'un module avant de commencer à faire des jeux de test? Non, vous devez, à chaque fois que vous avancez dans la structure, c'est pas des jeux, limite, c'est des UAT. C'est-à-dire que vous avez un embryon de structure organisationnelle, bah vous regardez, j'essaye d'afficher une commande d'achat. J'essaye d'utiliser le match code. Est-ce que je vois bien mon organisation d'achat? OK. Donc, si je le vois, c'est que ça a l'air d'être bon. Vous allez après sur une fiche article. Tiens, j'essaye de voir. Est-ce que la... C'est ça, c'est de se dire, vous attendez pas d'être à la fin de votre structure organisationnelle pour vous dire, ah, est-ce que ça marche ou pas? Ok. Surtout au début. Si vous êtes super à l'aise et vous dites, bon, je fais toute ma structure. Alors, à la base, c'est vous faites un DCD, vous le faites valider par votre client, le client valide, et là, vous commencez à faire votre structure organisationnelle. Et après, vous faites des petits UAT pour valider que votre structure, elle est cohérente. Et surtout, bah, la logistique parle avec la finance, et la finance parle avec la logistique. C'est ça aussi, hein, dans tous les projets, tout le monde fonctionne, dit, ah, vous mettez la méthode Activate, sauf qu'on retrouve toujours les silos, les consultants finance d'un côté, les consultants logistiques, et ils ne se parlent pas. Donc parlez-vous tout le temps. Ok, bon, ben, on a pas mal de réponses. Ah bah oui, il y a pas mal de travail. Oui. C'est le principe du projet. Hein. Donc voilà. Bah, je vous dis de toute façon à demain, on continue là-dessus. Ça marche. Merci. Bah de rien. J'espère pas vous avoir fait peur. Merci. Non, Merci, Michael. on est face à la réalité. Si, si, Non, mais un c'est la peu. Ah, réalité. c'est clair. On a été, on s'est dit des vraies choses, hein, c'est clair. Mm. C'est ce qu'on voulait, ça. C'est ce qu'on voulait Bah, entendre, en fait. Hein. vous C'est ce qu'on verrez voulait hein, la entendre. différence entre un consultant en TMA et un consultant en projet. C'est pas la même Ouais. pression. Ouais. C'est vrai. Très bonne soirée Merci. Bonne Merci. soirée. Bonsoir. et à demain. Bonne soirée. Ciao.